Le Liban, qui était autrefois qualifié de Suisse du Proche-Orient, a sombré dans une crise d'une ampleur inouïe. La Banque mondiale considère d'ailleurs que la crise économique et financière qui frappe le Liban est probablement l'une des 10, voire l'une des 3 pires crises que le monde ait connues depuis le milieu du XIXe siècle. Et c'est d'autant plus frappant que le Liban connaît cette crise alors que c'est un pays en paix et que les autres pays qui ont connu des crises d'une telle ampleur étaient des pays en guerre. Mais cette crise a donc une particularité aux yeux de la Banque mondiale. Elle est le fait, et je la cite, d'une dépression délibérée. Les réponses politiques apportées étant délibérément inadéquates en raison d'un manque de consensus politique à l'égard d'initiatives de politique effectives et à contrario d'un consensus politique pour défendre un système économique en faillite qui a profité à certains pendant longtemps. Cette crise s'ajoute au choc causé par les explosions survenues au port de Beyrouth le 4 août 2020, qui symbolisent d'une certaine manière la déliquescence de l'État libanais. Et je suis au regret de le dire parce que j'ai été fort surprise lors de mon séjour au Liban au mois de juillet de cette année de constater que le port de Beyrouth est dans un état qui est le même que celui un an auparavant, au lendemain de l'explosion, et que finalement, les rares travaux qui ont été entrepris l'ont été uniquement par l'aide de l'armée française, mais qu'en fait, tout reste à faire et que surtout, le port continue de sombrer, c'est-à-dire que, par exemple, les appareils de manutention, les rares qui continuaient de fonctionner, comme on ne leur apporte pas l'entretien nécessaire, le nombre de grues va en diminuant de mois en mois. Et donc, qui dit un port sans grue, dit aussi une économie sans moyens d'importer et d'exporter. Donc, ceci ne va pas du tout dans le sens de la résurrection du Liban. Donc, cette crise économique, financière, politique, marquée par le long blocage dans la formation d'un gouvernement, blocage qui perdure en fait un peu après la formation de ce gouvernement, si j'en crois la tension que le pays connaît ces dernières semaines, fait hélas ressurgir ou renforce les tensions confessionnelles. Je ne peux qu'exprimer devant vous mes craintes à cet égard. Le Liban est et doit demeurer un message de paix, un pays de coexistence pacifique des différentes concessions. Au lendemain de la fête de l'indépendance, puisse chaque Libanais ressentir l'appel de l'unité nationale plutôt que celui de la division ou du repli sur sa communauté. Les conséquences sociales de cette crise financière et économique sont désastreuses. Juste un chiffre, entre octobre 2019 et septembre 2021, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 1870%. Vous comprenez dès lors que le taux de pauvreté s'est envolé et ce sont aujourd'hui près des 3/4 des Libanais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Comme je vous le disais précédemment, avec plusieurs de mes collègues du groupe interparlementaire d'amitié France-Liban du Sénat, nous nous sommes rendus au Liban en juillet dernier et nous avons pu constater l'ampleur du choc ainsi que le besoin de soutien de la population. Vous évoquerez tout à l'heure l'action de l'Ordre de Malte sur le plan médical et social, ainsi que sur le plan agro-humanitaire. Je mesure l'ampleur des besoins dans ces 2 domaines et je garde un souvenir ému de l'échange que nous avons eu avec le directeur de l'hôpital public de la Quarantaine, le docteur Farsi et ses équipes. Et à cette occasion, vraiment quelque chose me vient en mémoire. Donc, on visite cet hôpital, dont une partie était sur le point d'être inaugurée. Alors, inaugurer un hôpital au Liban, on est très loin de l'inauguration d'un hôpital en France. C'est-à-dire qu'en France, on se dirait qu'on n'en est toujours qu'à la première phase des travaux. Et donc, j'interroge le docteur Farsi et je lui dis « Mais je ne comprends pas, il n'y a pas de malade dans votre hôpital ?» Il me répond « Mais malheureusement, ce n'est pas que je n'ai pas de malade, c'est que je n'ai personne pour les soigner, je suis obligée de les renvoyer. » Donc voilà, ça c'était la situation du Liban à la fin du mois de juillet. J'ai compris que la situation s'est considérablement dégradée et si jamais nous avions séjourné dans le pays rien que 3-4 semaines plus tard, nous aurions vu à quel point la situation s'était fortement dégradée et devenait chaque jour plus difficile. Donc je vous ai parlé de ces souvenirs en relation avec le monde hospitalier, mais j'ai aussi en mémoire des échanges avec les représentants des écoles chrétiennes qui nous faisaient part des difficultés financières rencontrées par les familles, alors que l'éducation est la clé de l'avenir. Et c'est effectivement un point sur lequel je suis particulièrement attachée, puisque je siège au sein du conseil d'administration du Fonds en faveur des écoles chrétiennes francophones d'Orient, et je peux ici témoigner devant vous de l'engagement de la France. Et dans le collectif budgétaire de cette année, de l'argent a été spécifiquement fléché encore pour le Liban.
Donc, messieurs de l'Ordre de Malte, votre action en direction de l'ensemble des Libanais, quelle que soit leur confession, est essentielle en cette période si difficile pour le peuple libanais. Et je tiens à dire qu'effectivement, votre action est multiconfessionnelle, parce que je me souviens de notre premier échange en septembre 2021, alors même que vous n'étiez pas encore président de l'association Malte-Liban. Vous étiez venu me présenter ce que faisait l'association pour aider à la reconstruction de Beyrouth. Et la première chose que vous m'aviez dit, c'est nous collectons de l'argent pour reconstruire les immeubles, permettre qu'on remette en gros un clos et un couvert avec des fenêtres. Et c'est simple. Dans un immeuble, on ne s'occupe pas de savoir si la personne qu'on aide est maronites, sunnites, chiites. Notre importance, c'est que les personnes reviennent vivre dans leur quartier de manière à ce qu'on ne fasse pas une sorte de politique de la terre brûlée où on part et les premiers, un peu en colonisateurs, vont revenir. Il est très important que Beyrouth garde ses spécificités, son habitat tel qu'il est. Et donc effectivement, cette action, elle est essentielle, elle dure depuis très longtemps. Et espérons qu'elle aide le pays à traverser ces temps difficiles et aussi à éviter des départs, notamment des populations les mieux formées, qui ne peuvent qu'affaiblir le Liban. Et je ne saurais conclure avant de citer un travail très récent, qui est celui de l'UNICEF, qui a été publié cette semaine, enfin il y a quelques jours, et ce rapport s'intitule « Liban, l'avenir des enfants est en jeu ». Et ça, je pense que les quelques chiffres que je vais vous citer vont vous montrer vraiment l'ampleur du travail qui s'ouvre devant vous, devant nous. 30% des enfants se sont couchés le ventre vide et ont sauté des repas. 70% des ménages doivent acheter de la nourriture à crédit ou emprunter de l'argent pour le faire. 30% des enfants ne perçoivent pas les soins de santé prioritaires dont ils ont besoin. 15% des familles ont interrompu la scolarité des enfants. Alors certes, aujourd'hui, je l'ai dit, la France a apporté et apporte un soutien important au pays du Cèdre et à la population libanaise. Elle a mobilisé la communauté internationale à travers plusieurs conférences de financement. Mais la remise du Liban sur de bons rails suppose une action forte de l'État libanais qui doit à la fois entreprendre des réformes nécessaires, que ce soit sur le plan économique, financier ou énergétique, et répondre aux besoins de justice exprimés par la population. L'année 2022, vous le savez tous, sera marquée par une séquence électorale importante, et si j'en crois les derniers chiffres que j'ai pu consulter, et notamment ceux de l'inscription des Libanais résidant à l'étranger sur les listes électorales, ces élections suscitent une forte adhésion, en tout cas un fort intérêt, puisque les Libanais domiciliés à l'étranger seront 3 fois plus nombreux à être inscrits sur les listes électorales qu'ils ne l'étaient pour le scrutin de 2018. Donc je forme le vœu que ces élections soient l'aube qu'évoquait le pape François lors de la journée de prière pour le Liban en juillet dernier. Votre action quotidienne au service des Libanais, assise sur une très longue histoire, atténue la dureté de la nuit et contribue assurément à rendre possible cette aube que, tous ici, nous espérons prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi de travail.